Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Hitler veut accélérer les choses parce que il se pense mourant et il a rendu caduc le traité de Versailles et nous allons reprendre là. Alors, je n'ai pas précisé dans la vidéo précédente au mois de janvier, mais pour cette année 1937, en Allemagne, les dignitaires nazis se demandent s'il faut distribuer des masques à gaz à chaque civil allemand. En sachant que la fabrication en masse de masques à gaz à bas prix a commencé, et Goebbels dira que cela n'est pas une bonne idée parce que cela apportera la crainte à la population et les classes les plus pauvres ne peuvent pas se permettre d'acheter des masques à gaz pour toute leur famille. Pour ce mois de février 1937, une des rares photos de Hitler jouant au bowling dans le Berghof. C'est un grand fan du jeu de quilles. Il fera construire une piste dans son chalet. Il garde sa passion secrète pour éviter d'être harcelé par les associations de joueurs de quilles. En gros, il a peur que les associations demandent à ce qu'il soit leur membre d'honneur. Pour ce mois de février également, Hitler reçoit au Berghof une délégation d'anciens combattants de 14 pays. Hitler commencera son discours par « Comme combattant du front, je suis particulièrement heureux de voir chez moi les anciens combattants d'autres nations. » Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais les anciens combattants des pays alliés, Angleterre, France, etc., ils se disent que comme Hitler a combattu dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale, il sait ce que c'est la guerre et il ne voudra jamais une Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment la totalité des anciens combattants qui pensent ça de Hitler. Le 2 février, le ministre des Postes, le catholique Paul von Rübenach, refuse d'adhérer au NSDAP et démissionne de son poste. À cette même date, création par le ministère des Affaires étrangères d'un office central pour les Allemands étrangers. Cela pour soutenir les mouvements autonomistes dans toute l'Europe. Le 4 février, Hitler prend la parole devant 15 000 travailleurs des chemins de fer. Le 6 février, Goebbels annonce lors d'un discours que le retour de l'Allemagne au rang de grande puissance n'engendrera pas de menace de guerre. Le 10 février, la Banque centrale du Reich et les chemins de fer sont placés sous la tutelle du gouvernement du Reich. Le 12 février, Hans Kerrl démissionne de son poste de ministre des Affaires religieuses, ayant échoué dans la mise au pas de l'Église évangélique. Fin de la tolérance religieuse, mise en place progressive de mesures de plus en plus dures pour réduire son espace de liberté. Presse, enseignement, organisation caritative, etc. Surveillance des prêtres et des évêques par la Gestapo, mise sous écoute des confessionnaux. Le 16 février, l'Allemagne, l'URSS, la Grande-Bretagne, l'Italie et 23 autres puissances s'engagent à ne plus envoyer d'aide militaire en Espagne. À cette même date, Hitler, l'architecte Speer et l'architecte Hermann Giesler se lancent dans la transformation du Grand Berlin. En effet, Speer a été nommé inspecteur général de la reconstruction de Berlin qui doit être totalement transformé. 19 février, en Tchécoslovaquie, après négociation, il y a une très nette amélioration de la situation de la minorité allemande. Le 20 février, Hitler, comme chaque année, est présent au salon de l'automobile. Le 22 février, le ministre des Affaires étrangères, Constantin von Neurath, est en visite officielle en Autriche. Il y a de nombreuses manifestations anti-nazis, bien qu'interdites par le gouvernement autrichien. Le 24 février, Hitler prend la parole dans la brasserie à Munich pour l'anniversaire de la fondation du parti. Le 26 février, Eichmann rencontre Feivel Polker, l'un des chefs de la Haganah, organisation juive d'autodéfense.
N'oublions pas que Eichmann travaillera avec les services de renseignement israéliens de l'époque pour faire passer des juifs illégalement en Palestine au nez et à la barbe des Anglais. Le 28 février, en Tchécoslovaquie, le leader nazi Konrad Eilen exige l'autonomie des Sudètes. À cette même date, Puzzi fuit l'Allemagne. Je vous renvoie à son hors-série pour savoir ce qui s'est réellement passé. Fin février, en Rhénanie, mise en œuvre d'un programme de stérilisation des adolescents nés dans les années 20 d'une union entre une femme allemande et d'un soldat africain des troupes françaises d'occupation. De ce que j'ai trouvé, les familles recevaient un courrier à leur domicile les invitant à se rendre à l'hôpital ou dans des centres de santé pour justement se faire stériliser. Donc forcément, ça ne se faisait pas d'un coup, il y avait plusieurs rendez-vous. Si les personnes n'y allaient pas, il n'y avait aucune arrestation ou autre poursuite, tant qu'il n'y avait pas de rapprochement physique entre un arien et une arienne et un métis. Par contre, je n'ai pas trouvé est-ce que les métis qui auraient accepté la stérilisation avaient de plus que les autres. Par exemple, est-ce qu'un métis stérilisé aurait pu avoir des rapports avec un Allemand ou une Allemande sans que cela ne dérange le gouvernement? Pour ce mois de février, Goebbels nous dit encore énormément de choses, donc je vais vraiment partir sur des points intéressants ou la façon de penser de Goebbels. Donc Goebbels nous dit « Funk a toute une série de problèmes de personnel, surtout au théâtre et à la radio. Il est assidu au travail et il réussit à faire pas mal de choses. Sur ordre du Führer, c'est le parti qui verse l'argent à l'Espagne pour la propagande. Passez un savon à Eiger et à Fischer. Je leur ai expliqué clairement les méthodes d'une vraie propagande. Je me suis durement prononcé contre les automatismes, la routine, la bureaucratie et les statistiques. Tout cela ne doit constituer que des moyens, qui ne doivent pas contaminer l'instinct politique. Nous devons rester près du peuple. Nos gens sont devenus trop officiels. Ils se facilitent le travail. Travailler plus, être davantage à l'écoute du peuple, faire non de la science, mais de l'ethnographie. Je réoriente maintenant tout l'appareil. Il doit prendre une nouvelle direction. Déjeuner chez le Führer. Discuter de la question espagnole, c'est maintenant reparti. Les Italiens se donnent beaucoup de peine. Ne restons pas non plus les bras croisés. Après la chute de Malaga, les Espagnols veulent à nouveau observer une pause. Mais nos hommes les poussent impitoyablement et ne cèdent pas. Débattu longuement de la censure de l'information. Nous sommes trop mesquins vis-à-vis de l'opinion publique. Nous devrions être plus ouverts sur la vérité, cela ne saurait nous nuire. Et ne pas trop entraver la presse. C'est également l'avis du Führer. Je vais désormais agir dans ce sens et rappeler à l'ordre les services qui font de l'obstruction. Je vais m'imposer. Par la suite, long entretien avec Darré sur la situation du ravitaillement. Ça ne va pas bien. Des difficultés pourraient se faire jour cet été, surtout pour les céréales panifiables. Nous devons y veiller à temps. Je prononce une propagande d'un nouveau genre. Non pas des présentations sophistiquées de spécialistes, mais des explications simples et populaires. Établissement de menus type nationaux, renouvelés mensuellement. Éveil de l'intérêt pour la diététique et le goût du sport en milieu populaire. Darré est enthousiasmé par mes projets. Nous allons désormais nous réunir une fois par mois afin de considérer nos pénuries et nos excédents, puis de dresser le menu type correspondant. Nous allons ainsi introduire une orientation généreuse de la consommation. J'annoncerai le début de l'opération début mars à la radio. Le même processus sera ensuite appliqué à la régulation du trafic routier. Les vieilles méthodes de propagande éprouvées du parti sont à remettre en honneur. Par la suite, chez le Führer pour le repas. Souvenir de notre temps à la Reichskanzlerplatz. Puzzi est le grand sujet du jour. Pour rigoler, on l'envoie en Espagne, prétendument
derrière les lignes rouges. Mais on le déposera sur une piste d'atterrissage de secours près de Halle. Et il sera abandonné là-bas, muni d'un faux passeport. Ah ah ah. Alors là, c'est intéressant parce que si vous suivez mes vidéos ou si vous allez aller voir le hors-série sur Puzzi, Puzzi pense que cette blague est en fait une tentative d'assassinat. Mais nous voyons bien là, dans le journal intime de Goebbels, que ceci est bien une blague. Par la suite, Goebbels commence un nouveau journal intime et il écrit, en tête de son journal, « C'est seulement au-dessus des étoiles que réside la paix ». Par la suite, discussion avec Honnerzorg et Funk. La construction des nouveaux émetteurs est maintenant lancée, 5 de 1000 kWh chacun. En outre, installation accélérée de la radiodiffusion par fil. Mission capitale pour la guerre. Nous y mettons toutes les ressources nécessaires. Manque d'ingénieurs et de matières premières, mais cela doit être surmonté. Nous touchons au but. Par la suite, l'Angleterre ouvre un crédit de 5 milliards pour l'armement. Il joue maintenant le tout pour le tout. Le problème colonial revient à présent au premier plan du débat international. Par la suite, les crédits d'équipement militaire de l'Angleterre provoquent une énorme sensation dans le monde entier. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il est malade. Par la suite, l'entretien entre Ribbentrop et Lord Halifax est le grand sujet du jour. Nous parvenons progressivement à faire valoir nos revendications coloniales. Et c'est naturellement désagréable pour ceux qui ont volé nos colonies. Par la suite, Brent appelle depuis l'Obersalzberg grand dilemme au sujet du projet d'arrêté de Kerl sur la question des églises. Kerl l'a communiqué à la presse sans en référer au ministère de la Propagande. Le Führer ne décolère pas et bloque la publication. Kerl, Frick, Hess, Himmler et moi-même sommes convoqués à l'Obersalzberg pour une conférence sur cette question des églises. Le Führer veut instaurer une ligne de conduite claire. Kerl a commis une faute grave en nous court-circuitant. Nous aurions assurément réglé le problème. Le Führer édicte sur le champ un arrêté interdisant à tous les ministres du Reich de communiquer directement avec la presse. Dorénavant, tout doit passer par le canal de notre ministère. Une vraie bénédiction pour nous. Par la suite, discuter un long moment encore la nuit dans le train, avec Himmler. Kerl a fait une bêtise terrible. Ce n'est pas comme cela que l'on va résoudre la question des églises. On ne fait que des martyrs de cette façon. Kerl veut conserver l'église, alors que nous voulons la liquider. Nous discutons jusqu'à tard dans la nuit. Il règne une pagaille noire au ministère des églises. Himmler est très intelligent et logique. Il redoute d'engager la force de l'État dans une affaire aussi désespérée. Je soutiens son point de vue. Par la suite, une discussion entre Hitler et Kerl. Le Führer commence par donner une vision d'ensemble de la situation. Il ne peut pas déclencher le combat contre l'Église pour le moment. Il attend la grande confrontation mondiale dans quelques années. Il suffirait que l'Allemagne perdît encore une guerre et ce serait la fin. Par la suite, Londres rend public son gigantesque programme d'armement. Ils prennent donc les choses au sérieux, les Anglais. Mussolini réplique aussitôt par une politique d'armement accrue. Il est bien pour nous de ne pas avoir à rattraper de retard, mais d'avoir tout fait en avance. Nous avons été les précurseurs de l'époque nouvelle. Par la suite, la question des églises me crée de nouveau de graves soucis. Kerl entend bien soutenir les chrétiens allemands. Le plan du Führer est ainsi purement et simplement saboté. Un scandale inouï. Himmler me prie une nouvelle fois de présenter une réclamation au Führer. Vollhaber a prononcé un prêche cinglant contre le Führer à Munich. L'entretien avec le Führer n'a donc pas suffi. Il faut parler allemand à ses curés. Ils doivent se courber sous le joug de l'État, sinon il n'y a pas de tranquillité possible. Par la suite, Goebbels nous parle de la naissance d'une nouvelle petite fille, Holdine, surnommée Hold, qui veut dire gracieuse, parce que le médecin, en l'ayant vue, a dit qu'elle était gracieuse. Goebbels dit
Je nage toute la journée dans les félicitations et les fleurs. Tout le monde est si gentil et si amical avec moi. C'est un vrai jour de fête. La délicieuse petite s'appellera Hold, parce qu'elle est si gracieuse et si délicate. Un beau nom, auquel j'espère que l'avenir se conformera. Par la suite, le Führer déclare que sa grande œuvre est là. J'aurai enseigné au monde à distinguer de nouveau la fin des moyens. La vie du peuple constitue la fin. Tout le reste n'est que moyen. Il s'attend à une grande confrontation mondiale dans 5 à 6 ans. Dans 15 ans, il aura liquidé les traités de Westphalie. Il développe des perspectives grandioses pour l'avenir. Dans le combat qui s'annonce, l'Allemagne vaincra ou ne sera plus. Le Führer explique le christianisme et le Christ. Lui aussi s'est levé contre la domination mondiale des Juifs. La juiverie l'a ensuite crucifié. Mais Paul a faussé sa doctrine et ruiné ainsi la Rome antique. Le juif dans le christianisme, Marx a fait de même pour l'idée allemande de communauté, avec le socialisme. Cela ne doit pas nous empêcher d'être socialistes. Ses vues sont comme toujours grandioses et géniales. Il jette sur l'histoire le regard prophétique d'un visionnaire. Le 1er mars, à la foire internationale de Leipzig, Joachim von Ribbentrop, ambassadeur du Reich à Londres, prononce une allocution affirmant le droit de l'Allemagne à disposer de colonies. Le 5 mars, en Allemagne, 5 journaux autrichiens sont interdits pour répondre à l'interdiction en Autriche du Volkischer Beobachter. Le 9 mars, pour lutter contre la criminalité, Himmler fait arrêter et envoyer en camp de concentration 2000 personnes sur motif qu'ils ont tous un casier judiciaire bien fourni. Ceux n'ayant pas la nationalité allemande sont expulsés du pays. D'autres personnes seront limitées dans leurs déplacements et fréquentations. Le 14 mars, dans sa dernière encyclique, écrit en allemand, le pape dénonce le nazisme, condamne fermement sa politique raciste et antichrétienne, sans aborder l'antisémitisme. Le texte est lu dans toutes les églises du Reich. Il y aura de nombreuses arrestations de prêtres catholiques. Le 17 mars, dans un discours devant les industriels, Göring propose que les aciéries autrichiennes travaillent pour le Reich. Le 21 mars, en Espagne, début de la grande offensive portée par le corps expéditionnaire italien pour tenter d'encercler Madrid par le nord. Elle sera repoussée par les brigades internationales, composées principalement de volontaires italiens. Le 22 mars, le politicien bolchevique Ernst Nikitsch est arrêté. Le 25 mars, photo de Hitler dans son nouvel uniforme. À cette même date, le ministre de la Poste annonce le premier timbre avec le portrait de Hitler. Le 30 mars, la réconciliation entre Hitler et Ludendorff est rendue publique à grands coups de propagande. Hitler en espère un regain de prestige et de popularité. Pour ce mois de mars, Goebbels nous dit qu'il est invité à dîner avec François Poncet. Le soir, dîner chez François Poncet. Il est toujours intéressant d'aller chez l'ambassadeur français parce qu'il est lui-même spirituel et piquant. Nous nous entretenons sur la langue allemande dont il possède une connaissance technique étonnante. De plus, il y a là toute une série de gens intéressants. Par la suite, Goebbels nous parle beaucoup de Magda à l'hôpital, qui ne va pas mieux, qui doit rester plus longtemps à l'hôpital. Pendant ce temps, lui, il part à l'opéra avec le Führer, etc. Par la suite, je raconte au Führer les amours de Maria. Il s'en réjouit beaucoup. Je lui parle aussi du cas de Ludendorff, que j'ai évoqué le matin avec Rosenberg. Le Führer va envisager la possibilité d'une réconciliation, mais Ludendorff ne doit pas avoir pour autant le droit de nous insulter. Par la suite, en Biscaye, un navire américain qui transportait des armes est en flammes après avoir été touché. Ça va faire une de ces histoires. Par la suite, déjeuner chez le Führer. Long entretien avec Göring. Projet d'attentat du GPU contre le Führer, Göring et moi-même. Information reçue de Prague. Dimitrov a donné des instructions à cet effet. Quelle erreur de l'avoir laissé filer naguère.
Le Führer est furieux. S'il arrivait quelque chose, il y aurait un tribunal extraordinaire susceptible de créer la panique. Göring fait aussitôt arrêter 3000 opposants silencieux. Tout ne va pas non plus au mieux au front du travail. Ley a trop d'argent et pas assez d'intelligence. Il faut le surveiller davantage. Il bavarde à tort et à travers, mais il ne travaille pas. Donc en fait, Robert Lee se dit en fait Robert Ley. De ce que l'on m'a dit dans mes commentaires, Lee se dit Ley. Par la suite, Göring a envoyé au front tous les aviateurs allemands qui se trouvent en Espagne. Ils gagnent trop d'argent et ce n'est jamais bon pour un soldat. Pour le reste, la protection va être substantiellement renforcée pour nous trois. Les autres ne sont pas menacés parce qu'ils n'ont aucune importance. Alors, pour cette histoire d'attentat contre Hitler, Goebbels et Göring, je n'ai pas trouvé d'informations si ce n'est que des rumeurs ou si vraiment il y a vraiment eu un projet d'attentat orchestré par les soviétiques. Par la suite, Heydrich arrive le soir tard avec une encyclique du pape très dure contre l'Allemagne, nous reprochant la rupture du concordat et autres gentillesses, d'une outrecuidance insolente et d'une insupportable arrogance. En somme, une provocation au meilleur sens du mot. Je ne transmets rien au Führer. Il ne va pas s'irriter là-dessus toute la nuit. Je dis à Heydrich, qui veut frapper un grand coup, faisons les morts et les ignorants. C'est provisoirement la meilleure des solutions, puis des pressions économiques plutôt que des arrestations. Saisie et interdiction des journaux confessionnels qui publient cette effronterie. Pour le reste, garder son sang-froid et attendre que vienne l'heure de se débarrasser de ces provocateurs. Pour information, entre parenthèses, je ne l'ai pas précisé dans la chronologie, mais pour ce mois de février, le pape écrira également un encyclique contre le bolchevisme. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.